Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume, qui est basé à Osaka et qui va nous parler un petit peu de son parcours, de son arrivée au Japon et puis surtout de ses 3 enfants qui sont des enfants franco-japonais. Un sujet hautement intéressant parce que ses enfants sont grands maintenant, donc il a une certaine expérience d'éducation d'enfants métis. Bonjour Guillaume. Bonjour Gaël. Merci de nous faire le plaisir de venir nous raconter ton expérience dans ce podcast. Oh, il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Donc tu es né en 1977 et on en parlait juste avant, là, en préparant un petit peu le podcast. Tu n'avais pas spécialement d'appétence pour le Japon, tu as fait des études de gestion. Non, j'avais pas d'appétence pour le Japon. J'ai grandi dans les années 80, principalement début des années 90, donc j'ai été exposé au club Dorothée, etc. J'ai aimé les animés comme tout le monde. J'en ai pas développé une passion particulière pour le Japon, une certaine connaissance générale du truc. J'avais des amis qui étaient un peu nipponophones, ou un peu nipponophiles plutôt, quand j'étais au lycée. Je me souviens, une de mes amies, elle avait un frère aîné qui allait au Japon et qui ramenait des cassettes Betamax de l'époque. Et j'ai vu Nausicaa pour la première fois comme ça, pas longtemps après la sortie, quand il est sorti en Betamax, chez elle, en japonais, sous-titré anglais. Mais autant c'était intéressant, mais ça ne m'a pas développé de nipponophilie particulière. Et pour mes études, j'ai choisi de faire la gestion et j'avais plutôt le rêve américain en fait au départ. Je pensais plutôt partir aux États-Unis, étudier et habiter si possible au départ. C'est la pensée de Donc c'est ce que tu as fait en réalité, parce que tu as commencé tes études de gestion en France et puis après tu as fait un MBA aux États-Unis. C'était dans quelle ville ? Alors, j'ai pas fait un MBA, j'ai suivi les cours de MBA. Je suis parti en échange en fait avec le programme ICEP, avec un petit reliquat en plus. Donc j'ai fait, alors, en fait je me suis un peu perdu en haut. D'abord j'ai fait du droit, une année de droit, enfin 6 mois de droit, puis j'ai abandonné. Je suis passé en gestion. Là j'ai fait un IUP qui était tout nouveau à l'époque. Et dans le cadre de ma maîtrise, je suis parti aux États-Unis, dans l'État de Washington, donc l'État où il y a Seattle, en haut à gauche des États-Unis. Et j'étais dans la ville de Pullman, qui est le site principal de la Washington State University. Donc c'est une université d'État publique. Et c'est une ville où il y a 20 000 étudiants, 4 000 profs, 3 000 habitants et 200 km de champs de blé tout autour. Et soit ça amène à étudier, soit ça amène à pas du tout étudier en fait. C'est un endroit un petit peu particulier. L'isolement est très étrange. Et je suis parti là-bas pour faire des cours de spécialité. Alors très bizarrement, je voulais faire des cours d'entrepreneuriat. C'était une des spécialités que je voulais développer. Je suis allé là-bas pour suivre ça et il s'est avéré que, on en reparlera un peu plus tard, l'entrepreneuriat c'était pas pour moi en fait. Mais je suis parti pour étudier comme ça là-bas. Et ça c'était... je suis entré à la fac en 95 et je suis allé aux États-Unis 99-2000. C'est ça. Et alors l'entrepreneuriat, c'était pas pour toi, mais en revanche, le Japon peut-être, parce que c'est à ce moment-là que tu rencontres ton épouse. Oui, c'est pendant que j'étais aux États-Unis et que je m'apercevais que finalement le rêve américain n'était pas tant un rêve que ça. Entre autres, la religiosité américaine. J'avais compté les temples sur le campus où j'étais et je m'étais arrêté à 17. Et la place de la religion chez les Américains, je pouvais pas. J'étais allergique. Donc j'ai abandonné l'idée. Plus il y avait des histoires de violence, etc. Et donc j'ai abandonné ça. Mais pendant que j'étais là-bas, je suis tombé sur cette femme qui était jeune et sympathique à l'époque. Et il s'est avéré qu'elle était japonaise. Et ça a changé mes plans. On est passé après sur l'idée de si je veux vivre avec elle, il va falloir faire des choix. Et comme elle, de son côté, n'était pas francophile du tout, non plus, et c'est le premier qui trouvait un boulot chez l'autre qui partait, et ça a été moi, bizarrement. De manière très inattendue, on va dire, par rapport à la logique habituelle.
Donc vous êtes parti vous installer au Japon. Alors tu me disais que tu avais fait un premier voyage en 2000 justement Mhm. pendant 2 semaines et ensuite vous vous êtes installé en 2001 donc avec ce travail. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter justement cette installation, ce premier métier que tu fais? Alors, en fait, au niveau du départ, je rentre en France, je cherche un boulot pour survivre pendant que je cherche du travail sur le Japon. Ma femme fait la même chose de son côté, mais quand on est salariman, il n'y a pas vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Elle avait trouvé un job de salarié basique au Japon, enfin normal plutôt que basique. Et donc moi, je cherche un petit peu pendant que je fais des trucs à droite à gauche ici. Et à ce moment-là, il y avait une société qui était assez importante, assez grosse, qui recrutait directement en France. C'était la société Nova. Donc Nova, c'est un énorme groupe de Eikaiwa Gakko, c'est donc des cours de langue. C'était pas que de l'anglais, mais ils avaient commencé avec l'anglais, qui en fait traitaient tellement mal ses employés qu'ils avaient un énorme turnover et donc ils recrutaient en masse chaque année chez les anglophones, mais ils faisaient également d'autres langues et le français. Et je suis allé passer des interviews en quoi quelque chose comme avril-mai à Paris pour Nova et j'étais dans l'avion fin août. Je suis arrivé au Japon quelque chose comme le 22 août 2001, si je me souviens bien. Ou le 23. 22, 23, un des deux. Et Quelques donc, semaines seulement avant le 11 septembre, ce qui a dû avaliser voilà. ton choix de... Ouais. J'étais voilà, en formation encore à ce moment-là, quand il y a eu les événements du 11 septembre. Et donc, la base du boulot, c'était simplement faire des cours de langue, tout niveau, en français, sans parler japonais. Donc, les critères de recrutement de Nova, c'était de prendre des gens qui ne parlaient pas japonais. Ils détestaient les gens qui parlaient japonais parce qu'ils voulaient que ce soit des cours qui étaient en immersion totale, ce qui rendait le job beaucoup plus difficile qu'il ne fallait. Mais bon, après, ça, c'est des histoires de pédagogie. Et je suis arrivé là-dedans, ils m'ont formé. Alors, je suis tombé dans une section qui était un peu liée à une partie des études que j'avais faites, une autre partie qui était, je m'étais aussi spécialisé en formation. Et Nova, à cette époque-là, était un leader mondial puisqu'il faisait des cours de langue à distance, en vidéoconférence synchrone. Donc, ils avaient des terminaux qui se connectaient à la télé et à une ligne RNIS, RNIS, je sais pas comment on prononce correctement, j'ai jamais su. Et les gens étaient dans leur salon avec le même terminal et on faisait les cours comme ça. Et en 2001, ça, c'était vraiment le top de la technologie. Nulle part ailleurs, on pouvait faire ça. Skype était vraiment pas... Non, Skype, même au début, ne devait pas exister. Skype a dû arriver quelques années plus tard. Et ils étaient vraiment au top du top. Donc, pour moi, c'était aussi quelque part une bonne idée parce que j'allais quand même dans un endroit qui avait un intérêt pour une éventuelle carrière si je retournais en France ou ce genre de choses. C'était une pratique qui était vraiment très, très en avance sur le reste du monde. Et je me suis retrouvé donc à filer des cours 8 heures par jour, un peu moins de 8 heures, 8 cours de 40 minutes par jour, dans un bureau au 15e étage d'un grand building. Je suis arrivé le 22 ou 23, ça devait être un vendredi. Le lundi d'après, j'étais au bureau et ça a continué comme ça jusqu'en 2007. Alors tu disais un grand building, Mm. parce que Osaka, donc on en parlait là dans l'introduction. Euh, donc Osaka, on en a parlé juste tous les deux ensemble, je vais passer rapidement, c'est que c'est la ville d'origine de ton épouse. Ce choix-là, il a été fait entre guillemets par défaut, mais au final, bon là, ça fait déjà 25 ans que tu y vis. Est-ce que tu dirais que c'est à la fois une ville, parce que c'est sa réputation facile à vivre pour les expatriés, et est-ce que tu te verrais vivre ailleurs qu'à Osaka, au Japon? Est-ce que... Alors oui, Osaka, c'est une ville à vivre, une ville facile à vivre, mais pas que pour les expatriés, pour tout le monde, même pour les Japonais. C'est la ville de la décontraction. Ici, on est beaucoup plus, c'est un mot qui est pas réel, mais on est plus méridionaux que dans le reste du Japon. On n'est pas bloqué par les règles de politesse comme à Kyoto, etc. C'est un peu à la vas-y comme je te pousse.
Et si on n'est pas agressif, ça passe, quoi. Il faut avoir un cœur gentil, ouvert, et les manières ne reflètent pas son fond, en fait. Donc on peut avoir des manières un peu russes, c'est pas grave, c'est les intentions qui comptent. Et en ça, c'est probablement la ville la plus facile à vivre au Japon. Après, c'est une ville qui reconnaît un facteur de réussite, c'est l'argent. Si on a l'argent pour payer son truc, c'est qu'on est bien. Point. Voilà. En ça, c'est vraiment très facile d'accès pour nous. Je me serais probablement pas aussi bien adapté dans une autre ville. Et maintenant, au bout de 25 ans, je préférerais me couper les veines que d'aller vivre ailleurs. Quoique Kobe, bon, pourquoi pas éventuellement, mais pas plus loin. Alors tu disais tout à l'heure que le critère de Nova de recrutement, c'était que les candidats ne sachent pas parler japonais. Ce qui fait que toi, par nature, tu as appris le japonais sur le tas en quelque sorte, avec ton épouse, avec les différentes personnes que tu as croisées. Finalement, tu n'as pas suivi de cours en réalité. Comment s'est passé ton apprentissage du japonais? Combien de temps il a mis? Et comment tu jugerais aujourd'hui ton propre niveau? Combien de temps il a mis? Je sais pas, parce que c'est pas fini. Mais oui, en fait, avant de partir, j'ai pris quelques cours, genre 3 semaines de cours en option à la fac, à laquelle j'avais encore accès à Grenoble. Genre, j'ai appris les hiragana, les katakana, en gros. Après ça, comme j'ai commencé à travailler tout de suite, j'avais un emploi du temps bien rempli, j'avais pas l'occasion d'aller en classe dans des écoles, etc. J'ai essayé pendant 2-3 mois de prendre des cours privés, mais en fait, la gestion de l'emploi du temps, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et donc, j'ai appris le japonais par immersion, en fait. J'ai appris, à force qu'on me répète des mots, que je me retrouve dans la même situation et qu'on me répète les mêmes choses, j'ai appris à réagir et j'ai cherché les mots qu'il fallait dire pour que de l'autre côté ça fonctionne aussi. Donc je peux pas dire que j'ai étudié le japonais, j'ai appris à gérer des situations dans la langue japonaise. Et donc maintenant encore, à chaque fois que j'ai une nouvelle situation, je suis de nouveau un apprenant de base. Les kanji, j'y suis allergique. Vive la technologie de nos jours. Je connais les bases. Ma fille qui est à l'école primaire me met la honte le matin. Des fois, on se balade dans la rue. Elle me montre un panneau. Papa, tu sais lire ça? Non, au milieu, il y a un kanji que je sais pas. Moi, je sais, je peux le lire. Et du coup, le soir, elle ne dîne pas. Et donc j'ai appris comme ça par osmose en quelque sorte, et du coup mon apprentissage ne sera jamais fini en fait, parce qu'à chaque fois que je serai confronté à quelque chose de nouveau, j'aurai une phase d'apprentissage, et après ça, maintenant j'ai des réflexes qui font que peut-être je vais comprendre un peu plus vite ce qui se passe, je vais avoir plus de lecture sociale de la situation, mais au point de vue linguistique, oui, je suis un apprenant éternel. Donc maintenant, je dirais que j'ai un niveau débutant intermédiaire, selon les situations en fait. D'accord. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais travaillé chez Nova jusqu'en 2007, donc au moment de la faillite. Alors c'est quelque chose qui nous a tous marqués à l'époque. C'était il y a déjà 20 ans. Peut-être que tu vas pouvoir nous faire un rappel pour nos auditeurs les plus jeunes. Et puis, j'aimerais que tu nous racontes maintenant, après nous avoir fait cette petite parenthèse sur Nova, ce que tu as fait par la suite dans ta carrière jusqu'à la fin du Covid en réalité. Voilà. Donc Nova, c'était donc des cours de langue. C'était une école qui avait commencé, qui avait grossi sur Osaka. Alors bon, il y a un côté sûr et il y a un côté légende urbaine quasi sûr. Je vais te donner la légende urbaine d'abord. C'est qu'en fait, ça a été un moyen pour les Yakuza de blanchir de l'argent. Les Yakuza ont sponsorisé le développement de la boîte, où d'un côté, en y allant comme client, ils pouvaient passer du cash sans problème. Et de l'autre côté, en fait, ils avaient des accords avec la boîte pour qu'elle loge les profs qui faisaient venir dans des logements fournis par les Yakuza. Donc il y avait
un schéma de blanchiment classique qui fonctionnait là-dessus. Et le but, c'était pas que la boîte fasse du profit. Le profit, il devait aller ailleurs, en fait, entre autres sur les logements. Donc la société vendait des packages de points qu'on achetait à l'avance pour une durée limitée, et on devait utiliser ces points dans cette durée. Et il y avait des conditions de remboursement qui étaient extrêmement difficiles à remplir, et on allait plus facilement perdre ces points que se faire rembourser. Ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années, la boîte grossissait, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils poussaient tellement la progression qu'ils se retrouvaient à payer les nouveaux profs qui arrivaient avec les ventes de contrats de points qui s'étendaient sur 1 an. Donc c'est une cavalerie, en fait, un schéma de Ponzi. Et au bout d'un moment, quand tout d'un coup, il y a eu plus de difficultés pour trouver des clients, suite à des procès gagnés par des consommateurs, et puis 2-3 autres problèmes de ce genre-là, le fait que l'économie n'allait plus si bien au Japon, ils avaient plus assez de fonds pour payer les salaires, et de là, le domino commençait à tomber. Ce qui s'est passé, c'est que le patron, face à ça, a commencé à puiser dans tous les fonds, entre autres le fonds de retraite de la société, des salariés de la société pour payer les salaires. Et ça a été une catastrophe. Ce qui s'est passé, c'est que au Japon, si on est salarié, quand une boîte fait faillite, en tant que salarié, on est créancier prioritaire. Quand la société va être liquidée, on va recevoir l'argent en priorité pour couvrir les salaires impayés, ce genre de choses. Le problème, c'est que les salaires impayés peuvent s'être étendus sur très longtemps. Et il ne faut pas démissionner, parce que si on démissionne, à ce moment-là, on passe de salarié à créancier standard et on devient moins prioritaire dans le paiement des dettes. Donc, il me semble que j'ai dû passer quelque chose comme 6 mois au total, comptablement fixé, à travailler réellement ou pas, mais c'est comme ça qu'ils ont comptabilisé, 6 mois de salaire non payé avant de pouvoir faire autre chose. Donc ça a été un moment un peu difficile, et on a reçu cet argent-là plusieurs années plus tard. Il y a eu un premier tour de table où on a reçu la plus grosse partie, quelque chose comme 60-70%, il me semble. Et après ça, ils ont épongé un certain nombre de dettes, il y avait des restes, ils ont refait un deuxième tour de table, on a retouché un peu d'argent sur le reste, et il y a même eu un troisième tour de table. Mais c'était des années plus tard. La plupart des gens qui étaient dans la boîte, il y avait des milliers de profs, hein. La plupart des gens avaient quitté le pays, et du coup, en fait, il y avait des restes parce que ces gens-là n'avaient pas perçu leur argent, et l'argent était retourné dans le pot. Donc voilà, à ce moment-là, la société fait faillite. Au bout d'un moment, on dit c'est bon, vous n'avez plus besoin d'être salarié, vous n'êtes plus officiellement salarié, vous pouvez faire autre chose. On est allé au chômage, une des rares choses que Nova avait payé correctement. Et là, au chômage, les gens comme moi, on avait 6 mois de chômage garanti. Et l'avantage du chômage japonais, c'est qu'on peut le prendre jour par jour. Donc ça favorise vachement une reprise d'activité. À partir du moment où j'ai été inscrit au chômage, j'ai envoyé les CV dans toutes les écoles à droite, à gauche qui traînaient. J'ai lancé une activité personnelle aussi, à faire des cours dans les cafés, à faire du online, parce que finalement maintenant, Skype et ce genre de software fonctionnaient pas mal. À l'époque, j'utilisais Oovo, O-O-V-O-O, je sais pas si ça existe encore, parce que c'était la seule plateforme qui permettait d'avoir plusieurs personnes connectées, en fait. Je pouvais faire une vidéoconf à 4 gratuitement, et il y avait un certain nombre de systèmes qui permettaient d'écrire sur l'écran. Donc j'ai développé des activités à droite, à gauche, et pour chaque jour où je trouvais pas de boulot, en fait, je faisais jouer un jour de chômage. Donc j'ai fait durer mes 6 mois de chômage sur 1 an et demi, je pense, au fur et à mesure que je récupérais des contrats à droite à gauche. Donc je bossais dans des petites écoles qui me filaient 2-3 classes, ce genre de trucs. J'avais mes jours où j'avais les élèves dans les cafés, j'avais mes élèves que j'avais récupérés de Nova qui étaient dans le online, et ce genre de choses. Et puis de là, j'ai évolué à avoir des manques, trouver des nouveaux contrats au fur et à mesure des années. J'ai fait 15 ans, 2007-2023, donc 15 ans comme ça, avec des petits contrats sur les côtés, enfin plus ou moins gros en fait, divers et variés, une sorte de freelance en fait.
Donc j'étais entièrement à mon compte, il fallait que je paye ma sécu tout seul, ma retraite tout seul, les impôts sur le revenu. Alors l'avantage c'est qu'ici, les impôts, si vous faites moins de 10 millions en gros, ils sont vraiment pas chiants. Pardon, ils sont pas relous. Il vous croit sur l'honneur en fait. C'est des déclarations sur l'honneur, donc vous avez énormément de défraiements. Et j'ai réussi. Ma femme m'a beaucoup aidé sur la comptabilité, mais on a réussi très régulièrement à se retrouver non imposable avec toutes les déductions qui étaient possibles. Genre si on travaille à la maison, un tiers des remboursements de l'appart, vu que nous on est propriétaire, un tiers des mensualités étaient déductibles comme frais pour mon activité. Donc, avec ce genre de choses, c'est une activité qui est tout à fait viable au Japon. On peut vivre correctement. On ne prépare pas forcément le futur, mais on peut vivre tout à fait correctement. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans, avec des contrats plus ou moins gros sur les côtés, avec des boîtes qui faisaient des choses plus construites. Mais c'était pas forcément les choses les plus sympas. Parce que en tant que freelance, c'est la même partout, mais on peut se faire virer du jour au lendemain pour n'importe quelle pécadille. Moi, je me suis fait virer d'un job parce que j'avais partagé mon WhatsApp avec les élèves de la classe pour qu'ils m'envoient des devoirs. Et comme c'était pas la politique de l'école, la directrice, quand elle a appris, m'a viré sur le champ. Un tiers de revenus qui a disparu comme ça. C'était un petit peu chaud. Mais voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier actuel depuis la fin du Covid environ et en quoi il consiste au quotidien? Alors maintenant, je suis employé dans une agence de voyage qui s'appelle Keikaku, basée au Japon. Donc mon activité principale, c'est de faire guide pour les touristes francophones et anglophones. Et puis, je suis un de ceux qui sont salariés. Et du coup, en tant que salarié, j'ai d'autres responsabilités sur les services que l'on peut vendre à la clientèle, que ce soit les traductions de permis, il y a quoi, on a quoi d'autre, les billets de train éventuellement dans certaines situations, et la location de pocket Wi-Fi. Oui, je suis bête, c'est mon activité de bureau principale. La location de pocket Wi-Fi. Donc je suis la petite main qui va les recevoir et les renvoyer à tous les gens qui les louent pour leur séjour au Japon. Être guide au Japon, alors on en reparlera peut-être un petit peu plus tard en fin d'entretien. Tu prépares en fait des visites sur mesure, c'est ça? Tu accueilles des clients qui sont en vacances, qui découvrent le Japon. C'est alors principalement à Osaka et j'imagine Kyoto surtout. C'est 90% Kyoto, un petit peu Nara, rarement Osaka. Alors en tant que Osakien, c'est l'appellation, c'est la gentilé que j'ai décidé d'utiliser. Il n'y a pas de gentilé fixe pour autant que je sache sur Osaka. Mais en tant qu'Osakien, ça me brise un peu le cœur parce que c'est une ville qui a énormément de valeur historique, au moins autant que Kyoto, puisque contrairement aux autres villes comme Nara ou Kyoto, c'est une ville qui s'est créée naturellement, alors que Kyoto et Nara sont des villes construites sur ordre impérial. Donc ça m'attriste toujours que ce soit une ville qui soit si peu développée au niveau des visites. J'aimerais que ce soit différent. On y travaille petit à petit. Mais oui, en effet, c'est d'abord et avant tout des visites personnalisées. Je suis mis en contact avec les clients très en amont, dès leur réservation en fait de la journée. Et avec eux, je vais discuter par email sur leurs attentes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont entendu parler. Et je vais essayer de leur faire une présentation la plus personnalisée possible de la ville qu'ils ont choisie, donc Kyoto la plupart du temps, avec dans 99% des cas la balance entre les lieux connus de tous, vus sur Instagram, bien sûr avec énormément de monde dedans, et du coup une balance avec un équilibre avec des lieux qui sont des lieux beaucoup moins fréquentés
et qui présente quand même un intérêt historique ou culturel important. C'est l'approche que j'ai avec la plupart de mes collègues, de montrer comme de pas se limiter aux lieux extrêmement connus, mais de trouver des lieux de valeur à côté de ça pour vraiment présenter un maximum de culture japonaise, un éventail assez important de la culture japonaise. Alors Guillaume, tu as 3 enfants. Oui. Enfants donc de mère japonaise et de père français évidemment. Un garçon qui est très grand maintenant, qui a 21 ans, un deuxième garçon de 15 ans et une fille dont tu nous parlais tout à l'heure qui a 9 ans. Quelle langue parlent tes enfants ? Est-ce que vous parlez japonais au quotidien ? Est-ce que vous parlez français ? Tu fais cet effort ? Comment tu leur transmets la culture française ? Et est-ce que eux visitent la France régulièrement, ta famille française ? Comment se fait l'intégration de cette culture et cette langue française dans votre éducation au Japon ? Alors, mes enfants sont nipponophones. Et au niveau du français, ils ont un français de survie, dans le meilleur des cas, selon les époques. Et il y a des variations pour chacun d'entre eux. Ma relation, quand je suis arrivé ici, mon fils est né très rapidement. Mon premier fils, il est né 2 ans après que je sois arrivé au Japon. Donc mon niveau de japonais était encore extrêmement faible, voire inexistant. Donc je lui ai parlé en français, exclusivement quasiment, parce que mon japonais me permettait pas d'exprimer des choses vraiment si pratiques que ça. Dans la mesure où j'ai appris le japonais par immersion, en fait, j'avais pas de gens avec un bébé à côté de moi qui leur parle en japonais pour que je fasse la même chose. Donc j'avais pas vraiment les choses qui s'appliquaient à un enfant pour ça. Donc lui, je lui ai parlé en français jusqu'à un problème. Mais ma femme et moi, on a voulu faire des enfants localisés. Alors j'étais obligé de faire un développement plus long. Il y a une grande polémique qui revient régulièrement sur l'utilisation de 2 mots en français au sujet des gens qui habitent à l'étranger, entre immigrés et expatriés. Pour moi, la différence entre les deux, c'est qu'un expatrié, c'est dans notre cas ici, un Français qui vit à l'étranger, tandis qu'un immigré, c'est quelqu'un qui va pour rentrer dans la culture de l'autre pays au détriment de la sienne, en abandonnant la sienne. Moi, j'avais aucun problème à devenir immigré. J'avais pas l'envie de maintenir la culture française plus que ça. Je voulais avoir des enfants qui soient très intégrés localement du fait de moi, de mon histoire personnelle. L'une des questions qui me gêne le plus quand je parle avec des Japonais que je rencontre pour la première fois, c'est ils me demandent t'es français, mais tu viens d'où ? Et c'est une question que je suis pas vraiment capable de répondre, à laquelle je suis pas vraiment capable de répondre. Parce que mes parents ont énormément déménagé. J'ai habité dans 4-5 adresses autour de Paris, les 4 coins cardinaux de Paris, en Isère, en Savoie, avec beaucoup de présence en Anjou également, et je sais pas d'où je viens. Mes racines profondes viennent de l'Anjou, c'est ma famille, c'est mes racines familiales, mais moi, personnellement, la ville où j'ai vécu le plus longtemps, j'ai dû vivre 5 ans, 6 ans, quoi, et c'est tout. Et même pendant ces années-là, en fait, j'ai changé d'école. Mes parents m'ont mis dans le privé, dans le machin, et j'ai jamais grandi avec les gens de mon quartier. C'est pas que j'en souffre, mais pour moi, c'est une solution qui est pas très optimale. Ça manque d'assises. Donc, je voulais éviter ça à mes enfants. Du coup, quand on s'est retrouvé à avoir un enfant ici, j'ai dit, moi, je veux que notre enfant, il soit local. Je veux que ses potes, ils soient jusqu'à ce qu'il soit adulte, il soit à 50 mètres autour de la maison. Je veux qu'ils connaissent tous les mômes du quartier. Donc on a mis mes enfants à chaque fois dans les institutions publiques, donc à la crèche, à la maternelle, à l'école primaire, au collège public. Et on les a pas mis en école internationale. Donc il n'y a pas eu pour moi de support de ma langue maternelle, le français, en dehors de la maison. J'étais vraiment le seul élément étranger, même au-delà de français, étranger dans la vie de mes enfants.
dans tout le reste, ils sont dans une vie de quartier qui est 100% japonaise. On a fait une tentative avec mon premier fils, ma femme qui voulait un peu s'embourgeoiser, on a essayé de le mettre dans une école maternelle privée. Et là, en fait, comme moi, je travaillais le matin à l'époque chez Nova, j'avais les après-midi de libre, je finissais à 15h, donc c'est moi qui allais chercher mon fils. Et je m'occupais de lui de 16h jusqu'au coucher, puisque ma femme, étant salariman, rentrait assez tard. Et je lui parlais en français à cette époque-là. Et un jour que je vais le chercher à cette école-là, la maîtresse me prend à part et me dit « Monsieur, vous comprenez ce que je vous dis ?» Je lui dis « Oui, je comprends un peu ce que vous me dites, oui. » Alors voilà, on a un problème, c'est que votre fils, quand on lui pose des questions, des fois il nous répond en français. Et nous, on parle pas français, monsieur. Et ça va être un problème. Et là, je me dis, tiens, d'accord, quel genre de problème? En fait, si ça continue comme ça, si on peut pas le gérer, on pourra pas le garder. Et là, alors non, si vous pouvez pas le garder, si je peux plus le mettre si j'ai plus de maternelle, ça va être le chaos. Donc, de ce jour-là, j'ai dû me refocaliser sur le japonais avec mon fils. Même, il valait mieux qu'il parle un mauvais japonais copié sur moi que français, en fait, à ces profs-là. Donc j'ai réduit la dose de français significativement parce que même si les enfants, quand ils apprennent de langue, au bout d'un moment apprennent à gérer la situation, le délai qui était nécessaire allait nous poser des problèmes. Donc mon premier enfant, ça a été un changement conscient pour plus de japonais, même mauvais, et ça a eu des impacts après d'ailleurs, ce truc-là, pour le rendre nipponophone. Donc mes enfants, celui-là, il a commencé un peu en français, il a gardé de ça une excellente prononciation des R français, ce qui est une prononciation très difficile pour les Japonais. Les deux autres, eux, par contre, ils sont arrivés plus tard et j'étais un peu meilleur en japonais. Et eux, j'ai eu une quantité de français beaucoup plus faible. Donc, eux, ils ont même pas le R. Ils sont beaucoup plus nipponophones. Donc, la place de la France, pour eux, c'est papa fait de la cuisine chelou de temps en temps. Il fait des plats japonais qui sont un peu différents, mais des fois, il fait des plats, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est leur approche. La seule chose où j'ai pas transigé, c'est le rapport à la famille. Et donc, ce que nous, on aurait fait à cause de nos moyens, etc., on envoie un enfant en France, seul, chaque année. Mais c'est vraiment, je lâche l'enfant à l'aéroport du Kansai, je reviens 3 semaines plus tard et je récupère le môme. Alors on le confie aux hôtesses de Air France ou ce genre de compagnie. Jamais le moindre problème. Ça s'est toujours passé nickel. C'est un service que je recommande. Ils sont très très bien. Zéro problème. Et donc mes enfants passent 2 à 3 semaines en autonomie chez mes parents qui ne parlent que français. Et chaque année, quand l'enfant revient, je me fais crier dessus parce que le môme me dit qu'il voulait rester chez papy et mamie à manger du pâté, du fromage et du saucisson. Et la grand-mère se plaint que 3 semaines, c'est trop court. Donc, à vue de nez, il y a eu communication. À ça même, je peux rajouter le fait que je suis rentré en famille. Ça nous arrive une fois tous les 5-6 ans, en gros. C'était quand l'année dernière. Et à un moment, ma mère m'a dit « Bon, écoute Guillaume, c'est sympa. Je suis content de te voir, mon fils, mais disparais, s'il te plaît, parce que tes enfants, quand tu es là, ils te parlent en japonais pour que tu traduises et ils font 0 effort. Donc voilà, va te promener, mais laisse-nous essayer de communiquer comme d'habitude, parce que là, ça va pas. » Donc voilà, ils ont un niveau de français dont je suis le dernier au courant, en fait, parce que c'est la survie avec la famille francophone. Et ça va pas s'améliorer parce que il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que j'ai un frère seulement. Mon frère est également marié à une japonaise. Mon frère habite également au Japon. Et donc, il a 2 enfants. Une qui est toute jeune, il parle pas encore, mais la première, qui est légèrement plus jeune que ma fille, qui est donc métisse également, qui habite au Japon. Alors, ils ont un peu habité à l'étranger aussi, en Suisse. Mais en fait, les 2 cousines, ma fille et ma nièce, quand elles se causent en japonais, en fait. Donc, même dans la famille, en fait, le clan de ma famille est installé au Japon pour les générations à venir.
et va devenir nipponophone. Le français va disparaître, va juste rester sur le nom de famille et c'est tout. Voilà. Alors, tu n'as pas forcément beaucoup de points de comparaison, en tout cas pas de manière empirique, mais est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu les différences d'éducation à la française, à la japonaise? Alors, très vaste sujet évidemment, que ce soit à la maison et puis peut-être qu'on parlera de l'école un peu plus tard, mais principalement déjà à la maison. Comment on éduque des enfants à la japonaise? C'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes, j'ai l'impression. Alors évidemment, là, c'est un sujet qui nécessiterait un podcast entier au moins, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, succinctement de ces différences? Bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Français, dans leur éducation, sont beaucoup plus stricts avec les enfants très jeunes que les Japonais. Les Japonais voient l'enfant en bas âge comme un animal, une entité sauvage avec laquelle ils vivent. Parce qu'il y a une expression, un jour, ça, comme ça m'a choqué. C'était sur mon deuxième fils, quand je l'emmenais à l'école, à la maternelle. On croisait tous les matins une petite vieille sur le chemin avec qui on discutait un petit peu. Elle était très sympa. Et puis à un moment de l'évolution de mon fils, un jour, elle m'a fait une remarque. Ah, mais c'est un humain maintenant. Et j'ai demandé des explications. Et en fait, avant ça, c'était une sorte de singe, en fait, qui savait pas se tenir. Et un jour, elle a remarqué que ça y est, il savait se tenir. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été métis ou quoi que ce soit. Hein. C'était une remarque qu'elle pouvait faire à n'importe quel enfant. C'est tout d'un coup, voilà, il était passé au stade où il savait que à certains moments, fallait se retenir, ce machin, etc. Donc, nous, on impose des silences, le fait de se tenir beaucoup plus tôt, beaucoup plus strictement dès le début que les Japonais. Les Japonais, c'est plutôt une éducation qui va petit à petit, en fait, contraindre l'enfant, un peu, selon eux, en fonction de sa capacité à le faire, jusqu'à arriver à l'âge adulte. Et c'est pas que le rôle des parents, c'est le rôle des institutions également, jusqu'à l'université. Mais c'est une sorte d'étau. C'est une image qui est pas positive, mais c'est une sorte d'étau qui se resserre pour amener l'enfant à être un adulte correct. Mais c'est progressif. Alors que nous, on a des attentes dès le début, en fait. Et on est plutôt dans l'autre sens où on lui a appris à se restreindre et puis après, on lui apprend à lâcher quand il faut, en fait. Je vois ça avec les jeunes que j'ai dans mon entourage, jeunes adultes, ados, et l'alcool. Parce que autant nous, on va aller vers une progression où on va leur dire oui, allez, vas-y, tu peux goûter, de toute façon, tu vas grandir, et voilà, à 15 ans, on peut faire goûter une gorgée d'alcool à son fils, même si c'est du whisky, juste pour qu'il ait le goût, en fait. Il va pas être bourré avec ça. Et on va lui ouvrir un peu, ça fait partie d'une sorte d'éducation, des goûts, entre autres. Alors que pour les Japonais, je vois leur panique. S'ils ont pas 20 ans, on leur dit non, vous n'avez pas le droit de boire, c'est interdit, c'est pas possible, non, non, non. Et là, on a une grosse différence sur ça. C'est comme si on avait deux cônes, mais qui sont en sens opposé. On contraint d'abord, nous, et on libère après, quand les Japonais contraignent de plus en plus. Après, dans l'éducation au quotidien, il n'y a pas vraiment de différence désormais. C'est partout la même chose maintenant. La violence envers les enfants, les punitions physiques, etc. C'est pas toléré. Au Japon, c'est illégal. Vous pouvez vous faire dénoncer si vous frappez votre enfant, ce genre de choses. Et en soi, des fois, ça me manque, mais c'est très bien qu'on n'ait pas le droit de frapper les enfants. Ils éduquent les enfants au goût extrême. Nous, on fait goûter du fromage bleu au bébé, eux, ils font goûter du natto. Il y a des pratiques qui sont assez similaires sur la vie au quotidien. C'est plus la présence sociale, la pression sociale qui est pas vécue de la même manière dans l'éducation. Le rôle de parent au Japon est plus taxant, plus dur, plus éreintant
que le rôle en France, je pense. Mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de l'école et des activités extrascolaires. Alors justement, on entend aussi beaucoup d'idées reçues sur l'école au Japon, le fait qu'elle soit très demandante, le fait qu'il y ait de la compétition, qu'en fin de cycle, notamment lycée, on part sur des concours qui orientent en fonction du type d'école vers un métier, presque vers un niveau social. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, toi qui as eu notamment ton premier là, qui est vraiment très grand maintenant, qui est adulte, Qu'est-ce qui est vrai dans ces idées reçues sur l'école au Japon? Alors il y a des effets générationnels. Il y a des choses, des images qu'on a qui sont juste datées en fait. Le système fut plus sous pression auparavant et l'est moins maintenant à cause de la crise démographique et ce genre de choses. Il y a des choses qui ont changé. Mais après, alors, dans l'ordre, l'emploi du temps des enfants à qui on en demande beaucoup. Il y a des parents qui en demandent beaucoup dans tous les pays. Au Japon, c'était une sorte de signe visible d'embourgeoisement volontaire que d'occuper ses enfants pour leur donner une éducation. Il faut pas voir ça comme forcément quelque chose de traumatisant pour l'enfant. Par exemple, les filles, il faut encore qu'elles fassent de la musique plutôt. Donc, on va les mettre à des cours de musique. Si l'enfant montre une envie de le faire, on va le pousser pour qu'il soit plus systématique. On va multiplier les heures. Mais si l'enfant ne décolle pas, s'il y va bon gré mal gré, si bon ouais c'est cool mais franchement pof, on va pas le pousser plus que ça. On va lui faire garder l'activité pour le fait d'avoir une activité, mais on va pas lui augmenter les heures. Après il y a ce côté voilà, les filles musique. Pourquoi bizarre. Piano principalement. La société Yamaha fait vraiment son argent sur la question. Ils font les cours et ils vendent les orgues électroniques qui vont avec les cours. Et les orgues électroniques pour éduquer son enfant, c'est 250 000 yens, hein, même d'occasion. J'en ai un qui trône dans le salon là-bas. C'est terrible. Après, il y a des parents qui sont un peu stressés sur le futur, qui vont demander aux enfants de prendre des cours d'anglais, par exemple. Donc c'est sûr, les enfants vont devoir aller à un cours d'anglais peut-être 2 fois par semaine, mais les cours en eux-mêmes sont des cours qui cherchent à être divertissants. Les professionnels qui produisent ces cours-là cherchent pas à assommer les gamins, ils cherchent à ce que les gamins développent de l'intérêt pour ça. Donc c'est des cours qui sont beaucoup plus basés jusqu'au lycée à peu près, qui sont beaucoup plus basés sur une sorte d'activité ludique. Donc à l'arrivée, les enfants ils vont avec plaisir. Ils s'y font un nouveau réseau d'amis, des nouvelles activités. Ils sont pas malheureux d'y aller, même si c'est 3 fois par semaine pendant 1 heure. C'est pas traumatisant. Donc on a toutes ces activités-là, le soloban par exemple, le boulier. Alors moi je trouvais ça passéiste. Mon premier fils, ma femme m'a parlé du boulier, j'ai dit non, c'est quoi tes conneries, ça m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Et puis quand mon deuxième fils arrive après ça, elle revient avec le boulier, je lui dis bah écoute, pourquoi pas. Et en fait, le boulier c'est extra, parce que ça développe des capacités mentales connexes au calcul qui sont fantastiques. Ça rend le gamin un peu autiste parce qu'il compte en bougeant les doigts, mais ça développe des réflexes intellectuels qui sont très appréciables en fait. Et mes mômes n'ont jamais pleuré pour pas aller au soloban. Ils étaient très contents d'y aller. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça, faut pas imaginer, c'est loin d'être une torture.
voilà, l'école en elle-même, après, elle est pas très exigeante et de moins en moins en fait. Comment dire, le taux horaire, pas le taux horaire, mais le coefficient horaire, comment on dit, la charge horaire de l'école, primaire, collège ou lycée, elle est assez faible comparée à nous. Les enfants, ils commencent les cours à 8h30, 14, 15h max, ils ont fini. Et il y a eu la pause déjeuner entre. C'est pas les horaires qu'on a chez nous, c'est beaucoup plus long chez nous, avec des pauses plus longues nécessaires parce qu'on les garde. Mais en fait, l'école japonaise, elle est pas si chargée que ça. Et elle apporte des variétés d'activités, puisque après les cours, on va avoir les activités de club qui peuvent être fournies dans la plupart des cas dans l'établissement, ou alors par des organisations plutôt liées au PTA, donc aux parents d'élèves, sur les lieux de l'école, mais pas gérés par les profs. Surtout au primaire, par exemple. Les profs sont beaucoup plus responsables de ces activités-là au collège et au lycée, mais il y a moyen d'avoir des activités en dehors de l'établissement scolaire également. Donc l'école au Japon, elle est beaucoup moins terrible au point de vue charge horaire, charge de travail, que ce qu'on imagine. Maintenant, il y a le problème des changements d'établissement, des changements de niveau entre primaire et collège, collège et lycée et fac, où au Japon, on n'est pas sur un examen de sortie du niveau suivant, mais on est sur un concours d'entrée dans le niveau suivant. Et chaque établissement fait un concours plus ou moins personnalisé, qui va dans les cas, là je vais extrémiser les choses, mais en gros, les concours peuvent être simplement sur une interprétation du curriculum général, sur une façon de voir le curriculum. Donc vos enfants qui vont à l'école basique, qui apprennent le curriculum basique, ne comprennent pas, ne voient pas cette vision des choses. Et on va leur prendre des cours de juku, des cours du soir, pas pour faire du support aux classes normales, mais en fait pour les faire travailler en but de la préparation d'un concours d'entrée. Donc il y a un préalable, c'est que d'abord il faut choisir quel concours va passer l'enfant, parce qu'il ne va pas passer 50 millions de concours, c'est tous à la même date. Donc ça va être 2-3 établissements la plupart du temps, et on va prendre des cours pour préparer spécifiquement ces concours dans leur approche particulière. Donc la plupart du temps, les enfants qui ont une vie scolaire normale, des résultats scolaires normaux, ils ne vont prendre des cours du soir que la dernière année de chaque cycle pour préparer le concours d'entrée. Ça va être 1 an, un peu moins d'1 an, même 6 mois, 8 mois de préparation intensive sur comment réussir la performance du concours. Donc ça va être une notion d'algèbre du curriculum normal, mais là où d'habitude en classe il devait faire 5 exercices en 10 minutes, le jour du concours va falloir faire 18 exercices en 5 minutes. Donc il faut travailler à des réflexes, à des façons d'approcher pour aller plus vite, etc., pour avoir le mode de pensée. Parce que ce que les établissements veulent, en fait, c'est sélectionner des gens qui ont la tête formée d'une certaine manière, parce que c'est le public qui va être le plus réceptif à l'éducation que eux vont leur donner. Et ce schéma de pensée va aller jusqu'à la société. Les sociétés font des concours d'entrée, les sociétés japonaises recrutent sur cohorte, et elles font des concours d'entrée dans la société qui vont cibler, pas officiellement, enfin qui vont cibler dans l'esprit des gens de certaines facs qui ont étudié dans une certaine manière de penser. Et ça commence donc dans les cas vraiment terribles au niveau de l'école maternelle, mais ça commence surtout au collège en fait. Et malgré tout, vous avez toujours la possibilité de mettre les enfants dans le public ou dans le privé. Le public a des concours généraux plus basiques, on va dire, plus sur une performance générale du curriculum, et les privés vont être davantage sur des filières un peu, des approches un peu spécifiques. Mais du coup, le public a tendance à être plus élitiste que le privé,
parce que ils ont un nombre de places limitées, c'est un concours, et donc ils peuvent chercher à avoir seulement le top de la classe, quoi. Est-ce que toi, en tant qu'étranger, tu as pu trouver une place facilement parmi les parents d'élèves? Alors tu avais cette anecdote tout à l'heure en maternelle avec cette maîtresse, mais face aux professeurs, face aux autres parents d'élèves, face aux autres enfants, comment on trouve une place en tant que père étranger d'enfants qui finalement vont à l'école comme des Japonais? Alors le truc, c'est que les parents d'élèves au Japon, c'est pas la même qu'en France. Il n'y a pas les réunions de classe avec tous les parents dedans, en fait. On va avoir des rendez-vous personnels avec les profs, mais on va pas se retrouver au milieu d'un groupe qui pose des questions à la prof. Il peut y avoir des moments où on est tous là au moment de la rentrée, au genre de choses, mais on n'est pas dans un groupe cohérent qui parle entre soi dans le cadre de la classe, en fait. Donc, la place de parents d'élèves, c'est quelle place on veut prendre. Les parents d'élèves, ils vont impliquer, c'est ceux qui viennent pour les visites de classe. Donc, plusieurs fois par an, on a une journée porte ouverte où les parents viennent voir les enfants dans la classe. Là, on peut discuter avec d'autres parents. On se croise, machin, truc. D'où là, c'est l'avantage de mettre les enfants de son quartier, parce que vous apercevez que Madame Trucmuche, Madame Yamamoto, vous la croisez tous les jours au supermarché, en fait. Et donc, vous pouvez créer des liens en dehors de ça, mais vous allez créer des liens si vous le souhaitez, parce que vos enfants sont ensemble, en dehors, pas dans le cadre d'une sorte d'obligation des parents d'élèves. Après, les parents d'élèves, surtout dans le primaire, vont s'impliquer dans les activités extrascolaires des enfants, le sport ou la musique, enfin, toutes les activités extrascolaires qui peuvent être dans les bâtiments de l'école, mais qui ne sont pas gérés par les profs. Et ça va changer au collège, au lycée. Et si vous souhaitez vous inclure, vous mettre là-dedans, vous allez être en lien avec des parents de manière plus proche. Et là, c'est un des lieux où vous allez pouvoir développer des groupes d'amis, en fait. C'est avoir des enfants est une des méthodes pour se faire des amis locaux au Japon. Si vous êtes vraiment avec vos enfants locaux et que vous croisez quand vous allez faire le coaching de l'équipe de foot, par exemple, les pères qui habitent dans le même quartier, vous allez discuter, vous allez préparer les choses ensemble. Une fois qu'on a fait cet effort-là ensemble, on va aller boire un coup dans le bistrot du coin. Et de là, on va se faire ces réseaux d'amis. J'ai un ami à moi comme ça, c'est le club de softball. Sa fille était dans le club de softball il y a 12 ans, 13 ans. Il est encore coach maintenant. Il continue, il vient. Il a plus d'enfants là, tous ses enfants sont adultes, mais il continue à venir, à aider, à faire un peu comme un cadre, nous, dans une association sportive, en fait, quelque sorte, qui n'a plus d'enjeux personnels, mais qui vient simplement pour s'occuper du truc parce que, ça lui plaît. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas ce problème d'intégration, je l'ai jamais rencontré. Au moment de la fête du sport, on dit, les parents, il faut venir aider à porter les machins et les trucs. Et on vous dit, monsieur l'étranger, vous comprenez ce que je dis, vous pouvez aider à porter? Ouais, voilà. Et puis pendant que vous êtes en train de porter un truc, vous allez dire, monsieur Yamamoto, enchanté, est-ce que j'ai vu votre femme au supermarché? Et puis voilà. On va être sur ce genre de contact-là. Quand vous êtes étranger, à la fête du sport, entre autres, qui est vraiment le summum de l'année sur la sociabilité, moins maintenant, mais moi, quand je suis arrivé, j'étais vraiment le seul étranger visible dans la foule. Et du coup, j'étais une sorte d'attraction, on me voyait facilement. Et quand je me suis mis à participer à des activités, certaines des épreuves, c'est des épreuves soit entre parents, soit parents-enfants. Et quand je sortais là, en plus, les gens ont pas l'image, mais je suis un peu massif comparé à un japonais. On me remarque, quoi, le mec blanc énorme qui se balade au milieu du truc. Comme ça, c'est quoi? C'est quand mon fils était en école primaire, première année, je pense. Fête du sport. Il y a une des activités, c'est pas le tirer à la corde, mais le tirer de bâton. C'est 2 contre 2 et on tire un bâton, pas une corde, et on doit tirer, dépasser une limite, etc. Et c'était une activité pour les pères, du coup. Les femmes sont plutôt demandées dans des activités plus
artistique, on va dire, un truc plus dansé, etc. Et quand il faut courir vite ou que ce soit une activité de force, c'est plutôt les pairs qu'on va solliciter. Et puis, du coup, cette année-là, j'étais là. J'ai pas toujours été libre pour y aller. Je dis, ok, bah, j'y vais, oui, bien sûr. Et puis, on se retrouve un japonais, qui a dû faire du judo. Le mec, il fait 85, 90 kilos, à 1m75, à peu près la même taille que moi. Le même poids. On se retrouve en équipe, tous les deux. Et puis, en face, on se retrouve avec deux mecs, 1m60, 45 kilos mouillés. Il y a une vidéo sur Internet, sur mon Facebook, où les mecs, en fait, on les a tirés. Ils ont fait du surf sur le sable. Ils n'ont pas bougé. Après ça, tout le monde a vu ça. On était les seuls. On était très, très visibles. Tout le monde a rigolé, a déliré. Les mecs, après ça, en soirée, on s'est retrouvés par hasard. On est allé boire un coup, quoi. Parce que donc les liens, ils vont se créer comme ça, de manière assez naturelle. Mais c'est pas dans le cadre d'institutions parents d'élèves, en fait. C'est vos enfants sont là, et si vous participez, si vous êtes sociable, et ben vous allez socialiser, en fait. C'est plus ça. Après, il y a 2-3 infrastructures avec des présidents élus, etc. Je me suis jamais penché dessus, mais il y aurait eu moyen, si j'avais voulu, que j'en fasse partie. C'est pas mon délire, mais ça m'aurait pas été plus interdit qu'aux autres. Est-ce que, par extension, tu dirais que tes enfants, eux, ont souffert de discrimination, enfin souffert, positive ou négative, et par extension également, est-ce qu'être de nationalité française est un avantage dans ce milieu justement de l'école, ou est-ce que tous les gaikokujin, donc les étrangers, sont traités de la même manière, quel que soit le pays d'origine d'un de leurs parents? Bah alors nous, sur le premier, on avait entendu des histoires sur les discriminations, les bizutages, les brimades contre les enfants métis. Et donc, c'était une des motivations qu'on avait eues pour faire des enfants vraiment locaux, complètement japonais. Et soit que c'était un mythe, soit que la solution, c'était de faire ce qu'on a fait. Toujours est-il qu'on n'a jamais eu de problème de brimade sévère avec les enfants. J'ai 2 histoires, une négative, une positive. J'ai un nom en katakana qui ressemble à un mot anglais. En fait, il y a un mot anglais qui se retrouve avec les mêmes katakana. Et un jour, mon fils cadet rentre à la maison en pleurs et dit « Ouais, voilà, il m'a traité de machin parce que voilà. » J'ai dit « Bah écoute, alors d'une déjà, notre nom de famille en français, il a des conséquences pires parce que c'est un mot qui a des significations. Donc en France, j'ai connu pire dans un pays dont j'étais natif. Toi, tu l'as facile en fait avec ton problème de jeu de mots très léger avec l'anglais. Donc bah voilà, tu supportes, t'inquiète pas, ça va passer. Une semaine plus tard, réglé, il n'a plus jamais eu de problème de ce genre-là. Donc ça, c'est voilà, la seule histoire négative que je peux avoir. L'autre histoire que j'ai, c'est avec ma fille. Ma fille a donc grandi dans le quartier. On habite dans un grand immeuble où il y a beaucoup d'enfants qui vont dans la même école qui est à 50 mètres de là, à l'école primaire. Et puis, c'était quand? C'était en décembre 2023. On est à la maison, elle me dit « Ouais, je vais jouer en bas, machin. » Je dis « D'accord, moi je vais aller faire les courses après. Hein. » Elle descend jouer avec ses copines. Puis, quand je descends, que je passe devant l'aire de jeu, je m'arrête derrière elle, je lui cache les yeux. « Bébé, attends, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu veux que je t'achète des gâteaux, des bonbons, des machins, des trucs ?» Elle me répond, on communique sur la question. Et il y a une de ses copines que je connais depuis, Yumi-chan, que je connais depuis qu'elle est bébé, elles étaient à la crèche ensemble, qui reste figée. Et puis, une fois que j'ai fini la conversation avec ma fille, que je commence à m'éloigner, j'entends la gamine qui se penche vers ma fille, qui lui dit « Mais pourquoi l'étranger il t'a parlé ?»« Bah, c'est mon père. »« Eh, c'est ton père ?»« Bah oui, pourquoi tu crois que le mec il vient à toutes les fêtes de l'école depuis toujours? Tu crois que c'est un passant qui vient nous voir? C'est mon père. »« Eh, mais ton père il est étranger. »« Bah oui. Mais alors toi, t'es étrangère. » Et là, ma fille lui a dit « Bah répète ça encore une fois et je t'en colle une. » Elle est d'Osaka, ma fille, vraiment. Hein.
Et l'autre, elle a dit, ah, d'accord, problème réglé. Donc, la gamine, 8 ans, n'avait pas réalisé au bout de 8 ans à traîner avec ma fille que ma fille était métisse. Elle est... Je sais pas à quel moment les enfants vraiment arrivent à identifier les faciès, mais un adulte voit tout de suite qu'elle est métisse. Elle est pas blonde, mais ça se voit quand même. Elle a les joues bien roses à l'angevine. C'est, pour un adulte, c'est immanquable. Mais la gamine n'avait jamais réalisé que sa copine, qui a un nom étranger, était étrangère en fait. Enfin, métisse. Et ça lui a apparu comme ça. Donc c'est le problème des brimades. Nous, on l'a combattu activement, même s'il n'existait pas, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a jamais eu le problème. On imagine que si on avait fait des enfants, déracinés, c'est-à-dire qui doivent aller dans un autre quartier pour aller à l'école, que quand ils descendent de l'immeuble, ils sont connus de personne parce que tous leurs potes sont à l'école à 40 minutes de transport de là, on pense que là, il y aurait pu avoir des problèmes, des a priori. Mais on a volontairement choisi de pas faire ça et de faire des enfants locaux. Et voilà. Moi, quand je me balade dans le quartier, tous les enfants de l'école primaire me connaissent comme le papa de et le nom de ma fille. J'entends les gens, ah, c'est le père de machin. Et voilà. Donc, je suis même pas un étranger qui passe. Je suis identifiable. On me reconnaît parce que je suis étranger, mais parce que je suis le père de ma fille. Je suis pas un truc random. Donc voilà, donc je sais pas à quel point ça a été vrai. Est-ce que c'est spécifique à Osaka? Est-ce que Tokyo ce serait différent? Encore quelques années, je pourrais dire pour Tokyo en connaissant l'histoire de mon frère qui va scolariser ses enfants. Mais voilà, le côté des brimades anti-étrangers, nous on l'a pas connu. Avoir la raison maintenant. Alors, il y a une anecdote que tu m'as racontée il y a un certain temps maintenant, parce qu'on va pas se le cacher, on s'est déjà croisé plusieurs fois, notamment au salon de Jean. Voilà, je laisserai l'adresse, je pense, mais voilà, tout le monde connaît, bien entendu, à Osaka. C'est une anecdote sur l'éducation sexuelle au Japon, à l'école. Et celle-ci, j'aimerais beaucoup que tu la racontes à nos auditeurs, si tu es d'accord. Pas de souci. L'éducation au Japon, elle est dans le cours de biologie. À l'arrivée, elle est à peu près décente, même si elle est un petit peu azukashi, elle est un petit peu honteuse, on va dire. Ils aiment pas appuyer sur le truc. On pourra reparler de ces considérations-là un peu plus tard, quand on parlera du lycée. Et il y a les bases, mais on va dire qu'ils y prêtent pas suffisamment attention. La sexualité au Japon, elle est ignorée chez les jeunes, ce qui est probablement un énorme problème. Donc toujours est-il que mes garçons, étant métis, ont quand même eu des facilités physiques au départ à approcher la jante féminine, puisque c'est leur orientation. Et il a fallu arriver au collège, ce qui est un âge, voilà, genre 4e, 3e, hein, ça n'a rien de vraiment déroutant, que je parle des fleurs et des abeilles. Là, on est sur le cas de mon fils aîné, qui à l'époque était dans l'équipe de foot, puisque c'est le seul qui a suivi la trace de son père en faisant un sport réel. Les autres se sont mis au softball et au baseball, à qui je ne donnerai pas la mention de sport, mais on pourra créer une polémique à un autre moment. Et donc, je prends mon môme un soir et puis je lui fais une explication précise, illustrée, argumentée, technique, mathématique, sur la question. Et mon gamin suit, il comprend, il dit, je pose des questions, je vérifie, et il a compris, ça va, voilà. Tout se passe bien. Et puis, 2 jours plus tard, quelque chose comme ça, il se pointe, il me dit, ouais papa, on est bien d'accord que tu m'as dit ça, et donc ça veut dire ça, on est bien d'accord, j'ai compris comme il fallait. Je dis, oui, bien sûr, oui, c'est ça, d'accord. Il revient 2 jours plus tard, ou 1 jour plus tard, ouais, mais alors, et dans ce cas-là, ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça. Mais je croyais que tu avais compris. Ouais, mais c'est pour, voilà. Et puis, il est revenu comme ça, je sais pas, 5, 6 fois au total, quoi. Et puis, un jour, je vais à l'entraînement de foot,
Et puis, je vois un gamin qui parle à mon fils, et mon fils qui se pointe après pour me poser une question. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon fils avait compris pour lui, il n'y avait pas de problème, mais qu'il avait fait part de ce ce que je lui avais dit sur la question à ses potes. Et du coup, ses potes qui avaient des interrogations, lui posaient la question. Et lui, pour pas dire de conneries, revenait vérifier auprès de moi. Mais en gros, j'ai fait l'éducation sexuelle de l'équipe de foot de cette année-là, sans l'avoir voulu. Voilà, parce que les questions sont allées vers la seule personne qui en parlait en fait à l'arrivée. D'abord mon fils et puis moi en fait. Donc voilà, c'était un moment un petit peu étrange. J'en ai jamais vraiment parlé avec les pères de l'équipe de foot. J'aurais dû être un peu curieux sur la question, mais voilà, j'ai eu cette place-là dans la vie de ces gamins-là. Cette éducation-là leur a été en partie produite par un Français. Alors on a bien compris l'ancrage que vous souhaitiez donner à l'éducation de vos enfants. Est-ce que l'âge avançant, pour tout le monde, même si ta fille est encore jeune, est-ce que vous avez réfléchi au futur, justement, post-éducation? Est-ce que la famille souhaite rester au Japon, dans ce quartier à Osaka? Est-ce qu'il a été envisagé, que ce soit pour la famille ou pour chaque enfant individuellement, d'aller vivre, travailler en France ou ailleurs dans le monde? C'est une question que vous vous posez ou elle est déjà bien... La réponse est déjà certaine. Alors, c'est une question qui se pose encore, qui est en cours. Là, on tombe sur les inconvénients des choix qu'on a faits. Nos enfants sont vraiment dans la génération actuelle japonaise, qui est de moins en moins internationale. Mes enfants, comme la plupart de leurs potes, ne rêvent pas d'aller habiter à l'étranger. Le rêve d'étranger, il est vraiment devenu très minoritaire chez les Japonais. C'est très étrange. Mais vraiment, le début des années 2000 avait beaucoup plus des idées internationales que maintenant. Mes enfants sont vraiment typiques. En ça, ils sont plutôt sur le renfermement. Mon fils aîné, on le pousse, on lui dit, il faut que tu fasses de l'anglais. Le français, si tu as envie, fais-le sur le côté. Ça ne pourra te faire que du bien, mais fais de l'anglais. L'anglais, tu en auras besoin pour une carrière, etc. Il est en économie-gestion à la fac. C'est pas du tout comme en France, mais il est sur ça. Ils ont dit, mais l'anglais, c'est forcément là que tu auras les sources. C'est travailler l'anglais qui t'amènera vers ça. Et il n'est pas réceptif à la question. C'est vraiment... Alors lui, il n'est pas très académique. Donc, bon, on s'est dit, c'est surtout ça, en fait. C'est le fait d'étudier qui le saoule. Ça va pas de ce côté-là. Le deuxième est beaucoup plus académique et donc on le pousse à faire des efforts en anglais. On lui a proposé de prendre des cours à l'extérieur, etc. Mais on lui a pas imposé. Mais on lui a dit, l'anglais, ça va être nécessaire pour toi. Là, il est au collège, il doit passer des examens, là, le mois prochain, en février, pour entrer au lycée. Et on a dit, mais voilà, il faut aller dans un lycée qui va te donner un niveau d'anglais. L'anglais, ça va être nécessaire pour la suite. Le Japon est trop limité. On est dans un monde international, il faut une autre langue. L'anglais, c'est le mieux actuellement. Si tu veux faire du chinois, à la rigueur, fais du chinois, mais il te faut une langue étrangère. Le français, on lui a ouvert la porte, il n'est pas spécialement intéressé au-delà de communiquer avec ses grands-parents. Donc, ce ne sera pas le français, visiblement. Mais on lui a dit, l'anglais, c'est vraiment nécessaire. Mais malgré tout, il n'est pas très réceptif à la question. Ma fille a 9 ans, on lui impose pas de faire de l'anglais, mais on lui ouvre les portes comme on l'a fait aux autres pour aller faire des trucs. Pour le moment, là encore, elle préfère faire d'autres activités. Elle est très portée dessin, musique, mais l'anglais en soi, les langues, ça l'intéresse pas plus que ça. Sachant que ma femme et moi, on s'est rencontrés aux US, on est bilingues tous les deux en anglais. On se promène en anglais, il y a zéro problème. Et on a parlé très longtemps en anglais entre nous. Même encore maintenant, si c'est un sujet très ardu, on va passer en anglais tous les deux, en fait, la plupart du temps. Donc, ils ont quand même vu que l'anglais, ça avait des possibilités particulières. On leur montre, ma femme est vraiment très préoccupée par les choix de carrière. Elle a énormément géré sa carrière comparée à beaucoup de Japonais.
Et vraiment, elle leur prouve le point sur voilà l'anglais, les langues c'est important, au moins une autre langue. L'anglais c'est le mieux. Elle leur montre par A plus B encore et encore, mais nos enfants sont pas très réceptifs à la question. Donc on est de fait face à des enfants qui ont plutôt envie d'être locaux. En l'état actuel des choses, ils n'ont pas l'intention de partir en France ou dans un pays anglophone. Ils sont très 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 japonais, très locaux. Et dans les enfants autour de nous, parmi leurs copains, c'est vraiment le standard en fait. C'est pas. Alors, tu travailles à Kyoto, comme tu le disais, très régulièrement, du fait de ton activité de guide. Là, je sors du sujet de l'éducation. Hein. On revient aux racines de Kampai, qui sont le voyage au Japon. On parle beaucoup de surtourisme au Japon depuis la reprise post-Covid, et à Kyoto en particulier. Ton travail t'y amène plusieurs fois par semaine. Quel est ton regard en tant que guide sur le surtourisme à Kyoto, mais la façon dont Kyoto gère le tourisme par rapport peut-être à Osaka, à Nara? Quel est ton regard de professionnel du tourisme sur cet afflux de visiteurs et comment ils sont gérés par le Japon? J'ai commencé par la fin. Le problème, c'est que le problème n'est pas géré par le Japon. Ils ne prennent aucune décision active. J'ai des fois l'impression d'être en train de vivre le livre Fondation de Asimov, où ils attendent d'être acculés dans un coin et qu'il n'y ait qu'une seule solution possible pour finalement l'adopter. Sur Kyoto, les gens de Kyoto se plaignent qu'ils peuvent pas prendre les bus et que les valises font du bruit. Le bruit des valises, on ne peut pas y faire grand-chose, à moins de sponsoriser le changement du bitume, mais au-delà de ça, non. Par contre, les bus, il doit bien y avoir moyen d'investir pour faire un réseau de bus plus efficace qui permet de gérer beaucoup de clients, beaucoup de touristes et beaucoup de locaux. J'en suis certain. Actuellement, la seule chose qu'on voit à mon niveau promue par la ville de Kyoto, c'est prenez d'abord le métro ou le train et ensuite, sur la fin, prenez 3 arrêts de bus. Mais ces 3 arrêts de bus restent le problème pour les locaux, en fait, parce que les 3 arrêts où on passe, c'est là où il y a des petits vieux qui veulent le prendre pour aller chez le médecin. Donc, ils ont pas pris les décisions qu'il fallait de ce côté-là. Kyoto est une ville très étrange parce que, en fait, il y a un quartier très actif qui attire les touristes, qui a la plupart des hôtels, qui a les attractions majeures, et le reste est très tranquille. Donc le surtourisme, il est sur, allez, je vais être gentil, 4 km², 2 par 2 sur Gion, la montée jusqu'au Kiyomizu-dera. Après, pinpoint, le pavillon d'or à la Shiyama sur 3 rues. C'est très très centré, mais il faut 5 minutes à pied pour se sortir de la foule, être dans un endroit où il y a beaucoup moins de monde, voire même totalement désert. Donc le problème, c'est cette surconcentration géographique qui a de multiples causes. Le fait que toute l'imagerie de Kyoto a toujours été concentrée sur ces lieux-là seulement, plus maintenant la génération Instagram qui renforce encore cette imagerie. Et comme c'est des quartiers historiques qu'on peut pas changer, il n'y a pas moyen de trouver des solutions de délestage en fait, localement, sur cette zone-là. Donc il faut des campagnes très massives de la part de la mairie principalement pour créer du délestage sur des lieux plus éloignés de ça, faire partir les gens de Gion. Mais là encore, ça demande une volonté politique et c'est la dernière chose présente, surtout à la mairie de Kyoto. Donc la situation de Kyoto, c'est un casse-tête. Les solutions sont forcément des solutions long terme et volontaristes. Autant les Japonais, le long terme, ils peuvent
en être les spécialistes, autant le volontarisme, c'est vraiment pas la capacité première des politiciens japonais. Donc je vois pas vraiment de solution. Nous, à titre professionnel, on essaie de créer ces solutions en déjà démythifiant la qualité de certains lieux. Le Kiyomizu-dera, quand il est blindé de monde, ça a beau avoir une belle vue, quand il y a du monde devant, c'est beaucoup moins bien quand même. Et on cherche à créer des alternatives, pas aussi réputées, mais qui peuvent être aussi belles ou qui peuvent avoir autant d'histoires à raconter. Mais il faut arriver déjà à déconstruire en fait dans l'imagerie des gens. Il faut leur dire oui, vous avez entendu parler de ça, mais faites-moi confiance, il y a ça qu'on peut aller voir qui vous satisfera autant et où vous aurez davantage l'impression d'être seul. Alors ça, après, pourquoi les gens veulent être seuls dans un pays où ils sont touristes, c'est encore un autre problème. Mais on essaie de créer ça, mais c'est quand même très très difficile parce que tout le monde veut avoir la vue du Kiyomizu-dera, ne serait-ce que pour se dire finalement ça valait pas le coup, quoi. C'est assez difficile. Nara est extrêmement chargé aussi, mais comme on est sur des espaces plus ouverts, en fait la visite de Nara se fait centralisée sur un parc, et donc un parc, c'est pas une rue serrée, on n'a pas des bâtiments sur les côtés, donc le parc, même s'il y a énormément de monde, vous donne quand même une impression de liberté. Vous êtes comme un grand concert en extérieur. Il y a quand même cette agoraphilie qui est là. On est en espace ouvert et ça va mieux. Ça se vit mieux. Mais c'est blindé, malgré tout. Et ça pose des problèmes avec les cerfs. Donc attention, hein, dans Nara, ce sont des cerfs de la race Shika. C'est pas des biches. Il y a des biches, mais en fait, c'est des cerfs. Et donc, il y a des mâles avec des bois qui, s'ils sont pas coupés, peuvent tout à fait blesser de manière sévère quelqu'un, plus les coups de sabot, etc. Et les cerfs, ils se baladent là-dedans, ils essayent de vivre. On s'est aperçu au moment du Covid qu'ils dépendaient des touristes pour manger, ce qui a traumatisé les gens de Nara, ils n'avaient pas réalisé. Et ils sont plus ou moins domestiqués, mais ça reste des animaux sauvages malgré tout. Et mettre une foule de plus en plus dense, pas vraiment éduquée, si ce n'est par quelques malheureux panneaux à côté de certains croisements, ça amène à de plus en plus d'accidents et ce qui traumatise énormément, même de mauvais traitements des cerfs. On voit sur certains comptes Instagram et ce genre de choses des gens qui frappent les cerfs, qui les poussent, qui les maltraitent. Déjà de base, maltraiter les animaux sauvages, c'est pas une bonne idée. Mais là, en plus, dans cet espace-là, ils ont un caractère lié au divin. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont sacrés, mais ils sont à respecter d'autant plus dans cet espace-là. Et pour les Japonais, ça vraiment, ça les traumatise. Après, le dernier cas dans notre zone ici, c'est Osaka. Osaka, le tourisme se limite à 2 spots, Dotonbori et ce qu'il y a à côté. Moi, en tant qu'Osakien, ça me tue parce que Dotonbori a été un quartier célèbre pour certaines raisons qui ont disparu avec la guerre. Et maintenant, c'est une sorte de Disneyland. Mais ça ne permet pas, si ce n'est pour un tout petit endroit, de voir l'histoire du lieu, c'est juste un Disneyland. Et le reste de la ville est complètement ignoré. Moi, je fais des tours marchés sur la ville où on ne croise aucun touriste, mais que des Japonais. Et pourtant, on est dans le centre-ville d'Osaka et je parle de choses historiques. Donc, mon plus gros coup au cœur, c'est vraiment sur Osaka, où les gens ne voient que Dotonbori, la fête, la nourriture sur le pouce, mais pas la street food. Osaka n'est pas une ville de street food. Osaka, c'est une ville qui a été créée sur de la chose soul food, sur des choses faciles à manger, emportables, à emporter, mais pas à manger dans la rue. C'est pas de la street food. Au départ, les takoyaki, c'est pour aller au théâtre. On l'achète à un endroit et on va le manger assis dans un endroit calme. C'est pas de la street food. Et voir Osaka juste résumé à ça, ça me brise le cœur parce que Osaka, c'est tellement plus que ça. Donc le tourisme, il a explosé
Et ils restent, parce que les Japonais ne savent pas le gérer, n'ont pas appris à gérer le tourisme, ils restent dans des tropismes qui sont une surconcentration sur quelques endroits, et il n'y a pas de politique volontaire pour essayer d'étendre le truc. Il y a même au-delà de ces 3 villes-là des décisions contre-productives, avec l'augmentation soudaine de 70% du prix du JR Pass. Ils voulaient que les gens quittent la Golden Route Tokyo, Kyoto, Osaka, du Shinkansen, pour qu'ils aillent ailleurs. Et le meilleur moyen de faire ça, ils le suppriment quasiment en l'augmentant de 70% d'un coup. Donc en plus, ils prennent des décisions très bizarrement pour les Japonais non coordonnées et contre-productives. Donc le tourisme actuellement au Japon, on est dans un état de surtourisme qui est entièrement la faute des autorités japonaises. Il suffit de prendre un truc. La France, c'est quoi, 68 millions d'habitants maintenant? On a 80 millions de touristes qui passent par an. On a des endroits où c'est un peu intolérable, mais le pays a appris à gérer ça. On se fait pas pourrir la vie par les touristes. Ils nous gênent à certains moments parce qu'on est un peu français, mais on n'est pas gêné. Le Japon a 128 millions d'habitants, il y a 30 millions de touristes et ça les traumatise. Il n'y a pas du tout les mêmes proportions, donc c'est d'abord et avant tout des efforts de gestion qui sont pas faits, d'une volonté d'organiser la chose qui n'est pas présente dans la tête des politiciens, quels qu'ils soient, que ce soit le parti majoritaire national au niveau du gouvernement national ou l'opposition qui est à la gouverne à Kyoto et à Osaka, qui ne prend pas de meilleures décisions dans ce domaine. Donc pour moi, c'est une contrainte sur ma vie professionnelle auquel j'essaie d'apporter des solutions, mais je vois que le pays ne fait pas ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Guillaume, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs du podcast Campagne? Un dernier mot, j'aurais peut-être voulu revenir sur un peu l'école, juste un petit peu, vu que le thème des enfants était quand même un peu développé. C'est là où l'école japonaise est plus dure, surtout collège au collège principal, enfin primaire, collège, et pas au lycée, c'est que la place des parents, c'est être, par exemple, si votre enfant fait du sport, il faut être à chaque activité sportive le week-end. Donc si votre enfant est dans l'équipe de baseball et qu'il y a match de baseball le samedi, le dimanche et le lundi, si c'est un jour férié, eh ben vous devez être tout du long. Et les activités, le baseball, c'est toute la journée. Hein. Il faut être du début à la fin à regarder son enfant jouer pendant la totalité du week-end. C'est là que la vie de famille japonaise souffre, c'est que il n'y a pas de vie de famille. Vous avez un enfant qui fait une activité, il faut être là présent tout le temps. C'est ça qui fait de vous d'être un parent. À vous ennuyer à mourir à regarder votre enfant. En plus, si c'est un truc où il n'est pas tout le temps présent, il faut quand même être là. Mais voilà, c'est être sur le bord du terrain, quel qu'il soit, et de passer la journée là. C'est aussi comme ça qu'on se fait des amis japonais. C'est que on est entre parents tout du long à attendre, à regarder des trucs. Au bout d'un moment, on va discuter, partager des bières parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et la deuxième chose que j'aurais à vous dire, c'est au niveau du lycée. Les lycéens japonais sont beaucoup plus considérés comme des enfants que les lycéens français. Moi, je suis en autre activité prof au lycée. C'est une toute petite part de mon activité. Un truc que je garde sur le côté. Et les lycéens japonais sont vraiment encore très, très infantilisés comparés à des lycéens français. Surtout en terminale. La différence en terminale, elle est énorme. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très... C'est pas encore du tout des adultes au Japon. Alors qu'en France, ils arrivent à être adultes à ce moment-là. Au niveau des responsabilités, des choses à faire, etc. Et ça, c'est une énorme différence quand même dans la culture et dans l'impact que ça a sur la vie des Japonais. Voilà. Guillaume, je voulais te remercier parce qu'on a eu un échange, comme toujours, ensemble très intéressant, très éclairant aussi, je pense, pour nos auditeurs, de par justement cette expérience que tu as pu nous décrire sur l'éducation au Japon. Donc on a passé un super moment et je suis certain que ça intéressera énormément nos auditeurs et auditrices. Parfait, je suis heureux que ça plaise.
Merci Guillaume, je te dis à bientôt. Et puis je vous Merci, dis ouais. à tous et à toutes, merci pour vos écoutes et à bientôt sur Kampai. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.